Bonjour à tous et bienvenue pour le premier podcast des éditions LVA. Dans ce nouveau rendez-vous, nous allons vous proposer de parler auto, moto, collection, à travers le regard de passionnés, d'experts, de collectionneurs ou de professionnels. Et pour animer avec moi cette discussion, je suis accompagnée de Xavier. Bonjour Xavier. Bonjour Mélissa. Et avec nous aussi deux personnes que tu connais bien, je te laisse les présenter. Et oui, autour de la table et à côté de nos micros, nous avons Alexandre Chavance. Alexandre, qui est le tout jeune rédacteur en chef de l'hebdomadaire La Vie de l'Auto. Bonjour Alexandre. Bonjour Xavier, bonjour Mélissa. Bruno Leroux, notre expertissime journaliste des éditions LVA, que l'univers de l'auto classique nous envie. Au moins. Et nous avons aussi le plaisir d'accueillir Dominique Méreux, président du club Fontainebleau Véhicules de collection. Et on sait l'importance des clubs dans cet univers de passionnés. Donc vous l'avez compris, nous allons parler automobile aujourd'hui, mais plus précisément Xavier. Eh bien de voitures de collection, Mélissa. Qu'est-ce qu'une voiture de collection ? Elle doit avoir quel âge ? Il y a un âge obligatoire pour une voiture de collection ? À partir de combien de véhicules on considère que c'est une collection de voitures anciennes ? On a 1000 questions. Est-ce qu'il faut qu'elle soit dans son état d'origine ? Est-ce qu'il y a un budget précis ? Est-ce qu'il faut être mécano ? Donc voilà, on va parler de tous ces thèmes. Et qui veut se lancer pour aborder ce sujet de qu'est-ce qu'une voiture de collection ? Alors, il y a deux questions dans cette première question. Effectivement, l'âge d'une voiture de collection et puis le nombre. Un collectionneur de timbres en a généralement des milliers. Un collectionneur de numismatie également, ou de bouchons de carafe, que sais-je. Pour la voiture de collection, c'est un peu différent. Quand ce hobby a démarré dans les années 50, les voitures de collection ne valaient rien, donc on pouvait les accumuler. Maintenant, c'est très différent. Toute voiture a une valeur. Et on peut dire qu'on est collectionneur automobile à partir d'une seule, si on en fait vraiment un usage collection. Quant à l'âge d'une voiture de collection, il a été fixé par différentes instances, comme le fisc, les douanes et aussi les fédérations nationales et internationales de l'automobile de collection, à 30 ans. Et tu parles de l'usage de collection, c'est quoi ? Pour moi, on l'avait derrière une vitrine. Qu'est-ce qu'on en fait de cette voiture de collection ? Alors non, absolument pas, puisqu'une voiture, quelle qu'elle soit, est destinée à rouler. Donc c'est une voiture dont on fait un usage essentiellement promenade ou qu'on expose sur des manifestations. Et mieux encore, il y a des passionnés qui s'en servent au quotidien. Il y a des gens qui roulent au quotidien en Jaguar XJ6, en Citroën Traction, en Mercedes des années 70. Donc il y a vraiment des passionnés chevronnés qui, eux, vont s'en servir tous les jours. Alors on parlera bien sûr des Youngtimers parce qu'on parle de collection et quelquefois il y a ambiguïté entre une voiture de collection, une voiture ancienne. Donc là Bruno, tu nous dis qu'effectivement une voiture de collection elle doit obligatoirement avoir plus de 30 ans, mais on peut considérer aujourd'hui qu'une voiture qui a été construite dans les années fin des années 90 ou début 2000, c'est aussi une voiture de collection et on l'appelle Youngtimer, mais légalement, administrativement parlant, elle n'est pas voiture de collection. Non, elle n'est pas voiture de collection. Une voiture de collection, comme l'a dit Bruno, c'est une voiture qui a officiellement 30 ans. Officiellement 30 ans, elle peut prétendre avoir cette fameuse carte grise de collection parce qu'elle rentre dans les clous. Une voiture qui n'a pas 30 ans n'est pas considérée officiellement comme une voiture de collection, mais peut l'être par son intérêt. Mettons une voiture construite à la fin des années 90, je prends l'exemple, mettons, d'une Ferrari ou d'une Lamborghini. Ce sont des voitures qui ont un certain intérêt, qui ont une certaine plus-value sur le monde automobile. Alors plus-value, pas que financière, mais aussi en termes de plaisir, en termes de caractéristiques techniques. Quand même au début des années 2000, quand vous voyez une Murcielago en boîte mécanique, une Lamborghini Murcielago en boîte mécanique, c'est du plaisir de conduite à l'état pur, et c'est surtout quelque chose que nous ne reverrons jamais dans les productions automobiles actuelles. Donc, ce sont des voitures qui ont un intérêt. Et aujourd'hui, de plus en plus de voitures, on va dire récentes, donc fin 90, début 2000, ont un intérêt par cette dimension plaisir, par cette dimension loisir, par cette dimension d'intérêt technique, technologique ou esthétique. Et est-ce qu'il y a une dimension état d'origine également ? Est-ce qu'une voiture de collection, alors on va dire peu importe son âge maintenant, est-ce qu'une voiture de collection, elle doit être dans son état d'origine ? Par exemple, vous, Dominique, dans votre club est spécialisé dans les véhicules d'avant-guerre. Bien évidemment, tous les véhicules de tous les membres du club n'ont pas forcément leur voiture en état d'origine, mais on peut le dire que ce sont des voitures de collection quand même.
On essaie quand même d'avoir des voitures le plus près de l'origine quand même. Une voiture équipée avec des flèches, effectivement, ne correspond plus de façon de circuler, mais malheureusement, on ne va pas rajouter dessus des clignotants, etc. Il faut la laisser dans son état d'origine. D'ailleurs, pour ma MGA, qui est de 1956, effectivement, ça choque. J'ai eu justement des réflexions à la dernière exposition qu'on a faite en disant « Mais vous n'avez pas de ceinture !» Mais si vous roulez à 130 km/h et que vous avez un accident, ben oui, mais là, c'est des voitures vraiment de collection qui roulent dans l'état tel qu'elles étaient en 1956. Et Bruno, tu disais aussi dans ton dernier édito, dans le hors-série, le prix des 4000 voitures de collection, que la voiture ancienne, finalement, c'était la liberté. Pourquoi tu disais ça ? Quels sont tes arguments ? Effectivement, la liberté, oui. Le fait qu'elles doivent être conformes à son état d'origine et non pas aux normes actuelles, c'est une très grande liberté. Comme le disait Dominique, l'absence de ceinture, ça peut paraître un danger, mais pour faire de la promenade autour de chez soi ou en forêt, etc., bon, ça procure une sensation que l'on ne connaît plus. Disons que si on devait les mettre aux normes actuelles, donc il y a les ceintures, mais il faudrait greffer, imaginez sur une Bugatti type 57, greffer des airbags, des dispositifs électroniques de SP, d'ABS, ce serait un chantier colossal. Et c'est pour ça que les contrôles techniques, quand les voitures sont en collection, sont plus souples, puisqu'ils prennent en considération cet état d'origine. Alors justement, Alexandre, tu parles de contrôle technique. Pour qu'une voiture soit considérée officiellement, administrativement, comme une voiture de collection, qu'est-ce qu'on doit faire ? Quelles sont les démarches ? On a un papier spécial ? Il y a une carte grise spéciale ? Alors, il y a une carte grise spéciale, effectivement, avec la mention véhicule de collection. C'est une spécificité française, mais qui a été copiée par bien d'autres pays qui se trouvaient dans la même situation que nous, c'est-à-dire qu'il y avait dans des granges des voitures oubliées, que l'on retrouvait sans papier. Et que faire de ces voitures si on les restaure et qu'on les remet en circulation ? Donc la carte grise de collection le permet. Et cela a été un petit peu dévoyé d'ailleurs parce que les DRIR, enfin le ex-service des mines, étant très réticent à homologuer les véhicules qui proviennent de l'étranger, et on en importe beaucoup des États-Unis, d'Angleterre, avant le Brexit, ces voitures-là passent par la carte grise de collection, il n'y a plus à les réhomologuer en France. Alors qu'est-ce qu'on doit faire pour avoir cette fameuse carte grise de collection ? Et c'est en fait constituer le dossier avec des papiers que l'on peut télécharger sur le site de la Fédération française des véhicules d'époque et déposer auprès de la NTS. Et ensuite, quel est le délai ? Alors, le délai est variable, il faut compter quand même plusieurs semaines et encore plusieurs avec la FFVE et plusieurs semaines à nouveau avec la NTS qui ne connaît pas toujours très bien les arcanes de cette procédure. Sachant qu'il y a aussi eu beaucoup de progrès de la part de la FFVE qui a dématérialisé la démarche. Donc aujourd'hui, on peut la faire en ligne, ce qui n'était pas le cas avant. Il fallait constituer un dossier papier, imprimer les photos, les envoyer à la FFVE. Il y avait plusieurs semaines de traitement et ensuite, ils vous retournaient en disant si c'était bon ou pas. Et ça, c'était dans le cas où le dossier était complet. Parce que si le dossier n'est pas complet, vous aviez des échanges qui pouvaient durer plusieurs semaines entre la FFVE qui vous redemandait des pièces, vous qui les renvoyez. Et donc, c'était un bazar pas possible. Et donc, Jean-Louis Blanc, on en avait discuté, qui est le président de la FFVE, m'avait dit c'était pas possible, on avait de la paperasse partout et donc là aujourd'hui on retourne à des démarches qui sont plus simples, c'est-à-dire qu'en ligne vous validez le dossier est validable s'il est complet et donc ensuite ça arrive directement et ça raccourcit les délais de traitement. Et d'ailleurs ça a été une initiative très très suivie puisque la FFVE l'a lancée progressivement d'abord pour les pros et ensuite pour les particuliers et aujourd'hui ils font quasiment plus que ça. Les courriers papier ils en reçoivent beaucoup moins, ils ont vraiment diminué drastiquement. Bon alors messieurs, je suis désolée, mais là vous me faites pas vraiment rêver parce que pour moi, véhicule de collection, derrière il y a de la passion, du rêve. Monsieur Mireux, tout à l'heure, vous nous expliquiez comment vous étiez devenu collectionneur. Je crois qu'il y a une petite histoire, une petite anecdote à raconter.
Je suis devenu collectionneur, effectivement, à travers mon fils, comme je disais tout à l'heure, qui a commencé par acheter, pour lui, c'est pas des voitures de collection, mais c'est des voitures qui lui faisaient plaisir. Donc, le Mini Cooper ou une Lotus Repas, pour lui, c'était son rêve. Donc, moi, je me suis remémoré effectivement mes 18 ans, où là, on avait des voitures de collection telles que les Dostini, les MG, comme je disais. Donc, je me suis dit, tiens, c'est vrai, maintenant, j'ai la possibilité de me offrir ce genre de voiture. Donc, je me suis acheté effectivement une MGA de 1956. Et puis ensuite, une Daimler V8 250, qui était un petit peu plus confortable parce que le cabriolet, enfin le Roadster, c'est plus qu'un cabriolet là. Donc, lorsqu'il y a de la pluie, c'est pas facile. La capote, il n'y a pas de portière, il n'y a pas de vitre, effectivement. C'est à vivre pleinement, comme le disait Bruno. Hein, on est en pleine liberté. Mais bon, il faut un petit peu de confort. Et en plein hiver, donc, il vaut mieux être dans une MGA, plutôt dans une Daimler qu'une MGA. C'est surtout des sensations aussi. Hein. Et c'est aussi de l'amour, parce que Bernard Pivot, je vous ai trouvé une petite phrase de Bernard Pivot qui disait « L'amour est une voiture à double chevron qui ne marche pas au super, mais au temps. Il faut le plus souvent faire le plein de temps. » Donc ça prend aussi beaucoup de temps de faire une collection. C'est vrai. Et puis, donc, faut se passionner et puis l'entretenir. Parce qu'effectivement, si vous avez une voiture de 56, comme j'ai pour la MGA, il n'y a plus de contrôle technique. Mais en tant que propriétaire de cette voiture, on tient à l'avoir en parfait état et pour pouvoir circuler en toute sécurité. Bruno, je sais, pour bien te connaître, que tu as plusieurs voitures de collection dans ton garage. Pour chaque voiture, qu'est-ce qui t'émeut le plus, en fait? À chaque fois, tu ouvres le garage, tu la démarres, il y a quelque chose qui se passe à chaque fois? Disons que j'aurais beaucoup de mal à vivre sans voiture de collection autour de moi. Donc j'aime effectivement les voir quand j'ouvre des portes de garage, même si certaines ne roulent pas parce qu'elles ont besoin de travaux, ou pas suffisamment parce que j'en ai plusieurs et qu'il faut les faire un relais. Mais sans vouloir paraphraser Édouard Baird dans Astérix et Cléopâtre, pour moi la voiture ancienne c'est surtout des rencontres. Alors, rencontre pour les restaurer, parce qu'on est amené à côtoyer des artisans de tout domaine. Rencontre sur la route, il suffit de sortir acheter le pain avec une voiture ancienne pour qu'aussitôt un attroupement se forme, qu'on nous pose des questions, auxquelles on répond toujours bien volontiers, qu'on nous dise parfois « Oh, mais moi j'ai la même dans une grange, je n'en fais rien, il faut que vous veniez la voir de temps en temps ». Voilà, c'est plutôt ça la voiture de collection. Grâce à la voiture de collection, le collectionneur a des amis partout en France. Et ça se fait à deux aussi parfois les balades. Et ça se fait à deux, bien sûr, à deux voire en famille. Alors justement, comment vous vivez votre collection? Vous la vivez à deux? Est-ce que donc là il y a des hommes autour de la table, mais est-ce que Madame partage la même passion? Est-ce que c'est plutôt envahissant? Comment aussi les enfants sont-ils intéressés par ces voitures-là? Est-ce que vous en discutez en famille? Il y a plein de questions qui se posent. En principe, c'est partagé. Ma femme, effectivement, est avec moi pleinement. Elle aime effectivement sortir à des rallyes. Et puis, c'est plus pratique d'être à deux parce que lorsque vous faites un rallye, vous avez un roadbook. Et le roadbook, effectivement, lorsque vous êtes seul, vous ne pouvez pas le suivre. Il vous faut un copilote. Donc, ma femme me sert de copilote, effectivement. Bon, et elle a plaisir quand même à circuler dans ses voitures. Et ça fait toujours plaisir lorsque l'on passe dans un village, les gens vous saluent en disant « Ah oui, c'est une voiture exceptionnelle », c'est vrai. Lorsqu'on participe à des rallyes, on retrouve souvent d'autres collectionneurs que l'on connaît de longue date. Donc c'est quelque chose qui se partage à deux. Si l'épouse a plaisir aussi à rencontrer les épouses d'autres collectionneurs, tout se passe bien. Et toi, Alexandre, donc la collection rime avec passion. Et toi, comment tu vis cette passion? Cette passion, je la vis entre amis.
essentiellement, puisque je baigne un petit peu là-dedans depuis que je suis petit. J'ai des amis qui, eux, sont, j'ai envie de dire, passionnés aussi depuis l'enfance. Et je la vis aussi, surtout en famille, puisque je baigne dans une famille qui, elle, est très côté voiture ancienne, moto ancienne. Donc, c'est un petit peu comme ça que je la vis. Alors, je la vis pas avec madame qui n'est pas particulièrement attirée par les voitures anciennes ou ce genre de choses. Mais c'est, comme disait Bruno, c'est des rencontres et donc des amis que j'ai pu rencontrer sur des manifestations, des événements. À défaut d'avoir des voitures de collection moi-même, je la vis en allant sur beaucoup de salons, beaucoup d'événements pour rêver, et puis je la vis aussi en miniature, voilà, en collectionnant. Et tout à l'heure, Xavier, vous avez demandé si c'était envahissant. Comme passion, oui, ça l'est, surtout en miniature, parce que en vrai, vous avez une voiture, vous la mettez dans le garage, vous avez plus de place, vous n'en mettez plus. La miniature, c'est beaucoup plus pervers que ça, c'est-à-dire que vous trouvez toujours une place chez vous pour en caler une quelque part, sur une étagère, sur un meuble. Donc finalement, même quand vous n'avez plus de place, vous trouvez toujours un endroit. Alors il y a les véhicules, il y a les miniatures, il y a aussi toute la documentation, la presse. Et périodiquement, des lecteurs de la Vie de l'Auto nous font passer une annonce pour donner leur collection, parce qu'effectivement, ils n'en peuvent plus, ça remplit des pièces et des pièces. Un jour, il faut faire des choix. Et justement, une collection automobile, combien de temps on peut la garder, quand est-ce qu'on s'arrête, qu'est-ce qu'on en fait ensuite Il n'y a pas de limite. Oui, il n'y a pas de limite en temps non plus, c'est-à-dire que ça peut passer d'une génération à l'autre si tout va bien, si les enfants sont intéressés. Et Bruno, tu es expert et journaliste depuis de nombreuses décennies dans l'univers de l'auto. Et justement, est-ce que tu as pu voir des évolutions dans la façon dont les amateurs collectionnaient les autos anciennes? Est-ce qu'il y a eu des changements de pratiques dans la collection? Est-ce qu'il y a eu quels ont été les grands effets de mode? Disons que cela suit l'évolution de la société qui est de plus en plus urbaine. Donc les gens ont de moins en moins de place. Vraiment, stationner ces voitures dans un lieu sûr et près de chez soi, c'est un problème pour beaucoup de citadins. Sinon, les voitures évoluent avec l'âge. On dit toujours qu'on désire, en tout cas en première voiture ancienne, acheter celle qu'on n'a pas pu se payer quand on avait 18 ans. Oui, c'est vrai, on bavait devant la vitrine. Et bon, à l'âge de 50 ans, une fois que la maison est payée, que les enfants sont autonomes, là, on peut se faire ce plaisir. Et toi, Alexandre, justement, tu as bientôt 24 ans. Et comment tu vois la passion, cette collection de la voiture ancienne, de la voiture? Comment tu le vois de Théo de 24 ans, justement? Est-ce qu'il y a un regard différent? Il y a un regard, on va dire qu'on essaie de dépoussiérer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on parle collection avec certaines personnes qui pourraient se lancer, qui ne sont pas forcément passionnés, parce que tous les collectionneurs ne sont pas des passionnés chevronnés qui vont acheter LVA toutes les semaines, qui vont se plonger dans... Ils devraient. Ils devraient d'ailleurs, et ils pourraient apprendre plein de choses pour leur passion naissante parfois, puisque certains achètent juste une voiture pour se remémorer la voiture d'un père, d'un oncle, d'un membre de la famille. Mais il y a cet aspect un peu poussiéreux de la collection, c'est une vieille voiture, c'est une vieille chose, et on a notamment ce regard avec les avant-guerres, en train de dire, les avant-guerres, c'est bien mignon, allez, et à part si on prend des Talbot Lago, si on prend des Delahaye carrossés par Figoni, ce genre de choses, si vous prenez des Cascarets, ça semble un peu poussiéreux, alors que non, l'avant-guerre, c'est très cool. Et en fait, il y a vraiment toute une nouvelle génération qui arrive et qui vient dépoussiérer tout ça en rajeunissant, je ne sais pas si ça se voit dans votre club, mais en tout cas de nouveaux passionnés qui rajeunissent les rangs des clubs, qui font des émissions, qui font du contenu sur les réseaux sociaux, qui rendent tout ça beaucoup plus attractif, beaucoup plus attrayant. Et il y a aussi le changement générationnel qui fait glisser le monde de la voiture collection vers des voitures plus jeunes. On en parlait tout à l'heure, les Youngtimers. Ça, c'est quelque chose qui est beaucoup plus jeune. Et encore, même aujourd'hui, le terme Youngtimer est un petit peu usurpé, puisqu'une 205 GTI, une Renault 21 Turbo, on considère que c'est Youngtimer, alors que ça passe collection. C'est devenu collection. Aujourd'hui, les Youngtimers sont encore plus récentes. Et justement, c'est toute cette génération-là qui vient secouer, qui vient agiter le monde de la collection. Et est-ce qu'on peut être un collectionneur en devenir? C'est-à-dire que moi, ma voiture, si j'en prends vraiment, vraiment soin, est-ce que je peux spéculer et me dire que d'ici, dans 30 ans, elle va devenir collector? Alors,
c'est toujours la même question. Si je prends bien soin de ma voiture, est-ce qu'elle deviendra collector ? Fondamentalement, aujourd'hui, avec le recul, est-ce qu'on aurait pu penser qu'une DS ou qu'une 404 serait devenue collector à l'époque ? À une époque, les DS, personne n'en voulait, ça pullulait dans les casses. Il y a même des casseurs qui s'amusaient à les entasser pour faire des tours de DS et pour voir laquelle serait la plus haute. Et aujourd'hui, un collectionneur averti aimerait avoir une DS. C'est une voiture non seulement mythique par sa technique, son design et par son aspect historique. Donc, c'est toujours délicat d'avoir le recul. On peut se dire que si je prends bien soin, à titre personnel, j'ai un CLK, donc un Youngtimer, un Mercedes CLK de 2002. On peut se dire, si j'en prends bien soin, ça pourra suivre la lignée des coupés Mercedes, des W114 coupés, des W123 coupés. Mais il y a plusieurs réalités à prendre en compte. Déjà, la production sont des voitures qui ont été beaucoup plus produites, donc qui sont moins rares. Même s'il y en a beaucoup qui ont fini à la casse, etc. Je pense qu'il ne faut pas spéculer sur une voiture, en tout cas pas sur des Youngtimers comme ça. Pour moi, ça n'a pas grand intérêt. Il faut en profiter, il faut se faire plaisir, en prendre soin naturellement, mais ça c'est le plaisir de chacun. Si on en prend soin, avant tout, personnellement, c'est ma vision des choses. Si je prends soin de ma voiture, c'est parce que ça me fait plaisir d'avoir une voiture soignée. Donc Mélissa, tu vois, ta Dacia, si jamais tu veux qu'elle devienne voiture de collection, tu dois bien l'entretenir et la soigner. La collection elle est déjà pleine de poussière, la mienne, donc c'est bon. Justement, Alexandre, on peut rebondir aussi sur un mot que tu viens de dire, c'est rareté. Parce que, bon, effectivement, on parle voiture collection, il peut y avoir des exemplaires rares produits il y a quelques décennies. Mais est-ce qu'aujourd'hui, un modèle produit aujourd'hui à des exemplaires, un supercar, ce type de véhicule, est-ce qu'on peut dire que ce type de véhicule est une voiture de collection ? En devenir, parce que prenons, je ne sais pas, dernièrement Zagato, alors la concession polonaise La Squadra, distributeur Bugatti, Koenigsegg, etc., a fait appel au carrossier italien Zagato pour produire la GTZ Twin Tail. Donc, qui est une évocation à une Alpine A210. Oui, A210, qui a couru en compétition. Et donc, celle-ci sera produite à 19 exemplaires. Pour moi, ça rentre comme un futur collector. Ça va devenir rare. C'est une voiture qui est très exclusive et qui a un intérêt, en tout cas. Et qui est amenée, en tout cas, à être soignée. À être soigné par ses propriétaires, puisque on n'en trouvera pas partout. Vous avez des voitures, on va dire peut-être plus communes entre guillemets, qui peuvent aussi avoir ce rôle de voiture, on va dire intéressante d'un point de vue historique. Je prends l'exemple de la Peugeot RCZ, dernier coupé produit par Peugeot. Même le dernier coupé français, si on nommait l'Alpine A110. La RCZ n'est pas une série limitée, n'est pas une voiture exclusive, n'est pas une voiture inabordable financièrement, mais elle a un intérêt par sa technique, le toit à double bossage, par son histoire, le fait que ce soit la dernière Peugeot coupée. Donc, du moment que la voiture ait un intérêt particulier, oui. Après, si vous me dites une Clio 2 diesel aura-t-elle un intérêt ? J'en suis pas vraiment sûr. Par contre, une Clio 2 V6, oui. Oui, mais c'est vrai qu'à une époque, l'attraction était dans ce style de voiture-là et c'est devenu une voiture de collection. Vous, Dominique, dans votre club, vous devez avoir peut-être plusieurs tractions. Et est-ce que justement, à l'époque, on les considérait pas forcément comme collectors en devenir, elles sont devenues maintenant emblématiques en fait de la collection ? Effectivement, dans notre club, en circulation, il y a à peu près 95 véhicules et il y a une dizaine de tractions effectivement avant. Aussi bien traction DBL11, en cabriolet aussi, traction cabriolet, familiale. On revient ici à des voitures accessibles au plus grand nombre. Parce que, tout à l'heure, on parlait de spéculation. Ça nous a fait, je trouve, dériver sur les hypercars qu'on retrouve effectivement dans les ventes aux enchères de voitures de collection, parce que ce sont des voitures qui font bien vivre les commissaires-priseurs. Mais il faut bien voir que le prix moyen d'une voiture de collection, c'est plutôt entre 10 et 25 000 euros.
Donc c'est un plaisir que beaucoup de foyers peuvent s'offrir. Là, c'est pour l'achat, mais ensuite, une voiture de collection, elle est chère à entretenir. Ça dépend, vous allez me dire, peut-être du modèle et du type de véhicule. Ça dépend du niveau de capacité manuelle du propriétaire. Hein. Il y a deux possibilités. Soit on fait tout faire et on signe un chèque, soit on fait le maximum soi-même. Et si on ne sait pas faire, eh bien on apprend. Il y a des tutos, il y a des copains pour aider, etc. Il faut aller dans des garages spécialisés pour faire entretenir ces voitures de collection? Alors oui, malheureusement, il y en a de moins en moins. L'électricité auto, par exemple, c'est un domaine qui se perd. Faire régler un carburateur, maintenant, ça devient vraiment la croix et la bannière. Donc il faut apprendre soi-même. C'est vraiment mon conseil. Il y a aussi la façon dont on peut se procurer les pièces. Je prends un exemple tout bête. Mercedes, aujourd'hui, refabrique bien 80% des pièces de ses véhicules classiques. Vous allez chez Mercedes, vous retrouvez des pare-chocs, vous retrouvez des phares, vous retrouvez des poignées. Mais vous allez les payer au prix fort. Vous allez en casse, vous allez sur des refabrications, alors qui sont parfois de plus ou moins bonne qualité. Hein. Ça aussi, il faut se renseigner, aller sur les forums, lire les pages de la vie de l'auto, puisqu'on en parle aussi dans notre rubrique des professionnels. On donne des conseils pour se procurer des pièces de qualité à des prix plus accessibles. En fait, c'est comme l'entretien de votre voiture. Si vous achetez une Renault que vous allez l'entretenir chez Renault, vous payez l'entretien, la révision plus cher que si vous allez chez un petit garagiste indépendant. Voilà. Mais c'est la même chose pour les voitures de collection. Et aujourd'hui, il y a énormément de réseaux pour retrouver des pièces. Il y a des conseils. Donc, on peut l'entretenir, pas à moindre coût, mais à frais qui ne seront pas exorbitants. Dominique, si je m'inscris dans votre club, j'imagine que j'aurai de l'aide pour entretenir peut-être pas ma Dacia, mais au moins peut-être une autre voiture. Alors nous sommes effectivement en plus un club multimarque. Hein. Donc là, j'ai fait un petit recensement de nos véhicules. Le plus représentatif, effectivement, des voitures, ce sont les anglaises. Parce qu'on trouve plus facilement de pièces, c'est vrai, pour les entretiens. Voilà. Là, je vois, dans notre club, on a quand même 17 MG. Et pas les françaises? Alors, les françaises, ça dépend lesquelles. Vous avez les Oskitch, par exemple. C'est peut-être moins facile de trouver des pièces. Et là, il faut s'investir plus dans dans la réparation soi-même pour trouver des garages qui s'occupent de véhicules tels que les Oskitch. Les MG, c'est plus facile. Les anglaises, Austin Hillet, Triumph, effectivement, on trouve plus facilement de pièces. En tout cas, collectionner des voitures anciennes, ce n'est pas une activité que l'on fait seul. Il faut, pour moi, se rapprocher d'un club, de plusieurs clubs et éventuellement, se constituer un réseau d'amis qui viennent en aide à chaque problème. C'est aussi ce qui est beau dans le secteur de la voiture ancienne. C'est cette entraide, tu le disais encore tout à l'heure, ces rencontres, c'est cette entraide, le fait de pouvoir vivre sa passion avec d'autres personnes. Donc vraiment, c'est un milieu qui est solidaire. Tout à fait. Les lecteurs de la vie de l'auto le savent bien. Nous avons une rubrique qui s'appelle les points de chute. Les points de chute, c'est une liste de plus de 100 lecteurs qui se disent prêts à aider un de leurs coreligionnaires en panne sur la route. Et moi-même, je peux raconter cette anecdote. J'étais au cours des vacances en panne à Milan avec une voiture ancienne. Les goujons de roue se sont cassés. Je ne pouvais pas en trouver sur place. J'ai pris la liste des points de chute LVA, j'ai demandé à quelqu'un à Annecy qui avait la même voiture que moi, bonjour, voilà, je suis en panne à Milan, est-ce que je peux venir chez vous, démonter un tambour de roue et je vous le rendrai quand je serai rentré 15 jours plus tard? Et oui, bien sûr, venez. La solidarité des collectionneurs de voitures de collection. Alors, il y a aussi un autre aspect, parce que là, je suis entièrement d'accord, hein, le lien social, on le voit sur tous les événements. Il y a toujours des sourires quand on parle de voitures, quand on rencontre d'autres collectionneurs, quand les collectionneurs nous présentent des voitures sur des salons, des bourses, mais aussi des concentrations, dans des rassemblements, dans des petits villages. Et il y a toujours le sourire, le partage. Alors en France, et puis on voit aussi quand on va en Angleterre, tout le monde se retrouve à pique-niquer derrière les coffres des voitures, ça discute, ça rigole. On sent vraiment qu'il y a une vraie vie passionnante, passionnée, de partage.
Et il y a aussi, parce qu'il ne faut pas l'occulter, en fait, ce côté, on en parlait un petit peu, je veux pas trop que ça soit tabou, mais sur la spéculation et également sur l'achat-revente de ces voitures, et notamment, en fait, la voiture de collection comme un marqueur social. Et que effectivement, on peut acheter des voitures de plus en plus chères pour se situer et pour se donner un statut social. Et ça existe aussi. Est-ce que vous le ressentez, vous, dans votre vie quotidienne de la voiture de collection ? Alors oui, bien sûr, comme tout collectionneur, enfin comme tout amateur de beau, en fait, on veut toujours avoir le mieux possible. Et le frein, c'est le budget à y consacrer. Donc oui, on peut très bien acheter une traction, la restaurer, la revendre, pour acheter un cabriolet traction, le restaurer, le revendre pour atteindre une de la haie, etc. Bon, ça prend toute une vie, c'est un parcours qui est enviable, pourquoi pas. La spéculation, c'est autre chose. C'est vraiment acheter et revendre le même objet un peu plus tard en profitant de sa plus-value. Eh bien, merci, messieurs. Je pense qu'on a fait le tour de la question. Je vais peut-être vous laisser le mot de la fin. Est-ce qu'Alexandre, tu as envie de rajouter quelque chose ? Le mot de la fin, juste s'il y a des personnes aujourd'hui qui hésitent à se lancer en collection, qui hésitent à se lancer dans même l'achat d'un Youngtimer, parce qu'on n'est pas obligé de prendre une avant-guerre ou une voiture des années 50, 60, 70. On peut tout à fait débuter, comme on l'a dit, avec des Youngtimers. Une Peugeot 104. Une Peugeot 104, une ZS alors, une 206 cc, une 306 cab, même une 406 2 litres 2 essence. Enfin, il y a plein de façons de débuter. Dans tous les cas, ils trouveront appui, ils trouveront quelqu'un, toujours quelqu'un pour les épauler. Faut pas hésiter. C'est une passion et c'est aussi, j'ai envie de dire, l'occasion de rouler différemment. Peut-être pas forcément avec une très ancienne qu'on va vouloir préserver, qu'on va sortir pour davantage de balades ou participer à des rallyes, mais avec une Youngtimer, c'est l'occasion de rouler différent, de sortir du flot de la circulation et d'avoir quelque chose de plus, d'un peu plus sympa, en tout cas, d'un peu plus vivant entre les mains. Rouler en voiture ancienne, c'est évidemment pour moi un grand plaisir. Et il y a toute la vie qui va autour. C'est l'occasion de se rendre à des salons, des bourses d'échange. Maintenant, il y a des traversées de ville, il y a des rendez-vous mensuels, il y a des rallyes touristiques ou plus sportifs, de la régularité, etc. C'est vraiment un domaine très varié. Et pour celui qui n'a pas de voiture, il peut assister, participer à ce genre d'événements et même lire la presse. Sur la vie de l'auto, toutes les semaines, nous avons un calendrier des manifestations. On peut regarder ce qui se passe autour de chez soi, enfin, aller faire des rencontres. Oui, je partage tout le point de vue de Bruno. Nous, en tant que petit club de 46 personnes, effectivement, on ne peut pas se permettre de faire un rassemblement tous les mois. Mais nous faisons quand même au minimum 4 sorties officielles de notre club par an. Et puis, dès qu'on peut participer à une exposition de voitures, on s'y joint volontiers, quoi. Eh bien, rendez-vous est pris, Dominique, et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci Bruno, merci Alexandre. Et Xavier, tu seras là pour notre prochain podcast ? Bien sûr, Mélissa. Et vous aussi, j'espère, chers auditeurs. En attendant, n'hésitez pas à nous suivre sur notre page Facebook et Instagram, Édition LVA, pour connaître le thème de notre prochaine émission. À bientôt.